Ça, c'est un escalier. Alors bon, de prime abord, vous devez vous demander pourquoi je vous montre un escalier. Et si je vous dis que cet escalier se trouve dans un presbytère, non? Vous ne voyez toujours pas? C'est peut-être parce que j'ai omis une information importante. Il y a un cadavre au bas de cet escalier. Bon, il n'y est plus sur ces images, mais quelqu'un est tombé et s'est tué. Et ça, c'est le début d'une affaire criminelle qui va vous retourner le cerveau, je vous le garantis. Alors installez-vous bien, parce que je vais tout vous détailler. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle pleine de péchés, si l'on peut dire. Juste avant, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci à vous. Ce mardi 15 juillet 2008, c'est le tout petit matin du côté de la commune microscopique de Readers en Pennsylvanie, au cœur des États-Unis. Forcément, à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup d'automobilistes sur les routes du coin. Bon, il y a peut-être Pierre Palmazzuco, faut faire attention quand même. Mais il y en a un qui n'a pas le choix que de s'y trouver, puisqu'il doit se rendre au travail. Tandis qu'il roule tranquillement, le conducteur devient témoin d'un spectacle effroyable. Sur la route nationale 715, au niveau des montagnes de Pocono, une Chrysler Petty Cruiser est fracassée sur le bas-côté contre une glissière de sécurité, qui est totalement déformée suite à l'impact. Dans ce véhicule, il y a Betty Schirmer, une femme de 56 ans qui semble avoir perdu connaissance. La femme se trouve sur le siège passager. Elle est totalement recouverte de sang, tout comme son assise. Le conducteur, c'est son époux, un pasteur respecté nommé Arthur Schirmer. C'est lui qui se trouve pendu au téléphone avec un agent du 911 à qui il raconte ce qu'il vient de se produire. Il conduisait sa femme de toute urgence à l'hôpital. Betty a ressenti une forte douleur à la mâchoire au milieu de la nuit. Et inquiète, elle a souhaité se faire examiner. Sauf que le couple n'arrivera jamais à destination. La faute à un cerf qui a surgi au beau milieu de la chaussée, forçant la voiture à faire une sortie de route. À l'autre bout de la ligne, le répartiteur du 911 n'est pas surpris de ce que lui raconte Arthur, tout simplement parce que des appels du genre, il en reçoit très fréquemment. Ce tronçon de route est connu pour le passage des cerfs et surtout les accidents causés par la rencontre entre l'animal et les automobilistes. Quoi qu'il en soit, au moment où la voiture a cogné le cerf, Arthur roulait aux alentours des 90 km/h. Betty, elle, venait juste d'enlever sa ceinture quelques instants avant le choc. Et au moment de la sortie de route, le mari a essayé de garder le contrôle du véhicule, qui a frappé le garde-corps de plein fouet. Ce qui explique que Betty soit très mal en point. Elle est vivante, mais son état est critique. Arthur est aussi touché, mais rien de comparable avec ce que son épouse a subi. Elle souffre de plusieurs traumatismes crâniens. Elle a perdu une quantité phénoménale de sang, et son pronostic vital est engagé. Betty est placée sous assistance respiratoire, et les médecins ont fort à faire pour lui éviter un rendez-vous avec la mort. Arthur est sous le choc. Il espère que celle qu'il aime ne s'en ira pas prématurément. D'ailleurs, Arthur et Betty forment un couple depuis un bon moment désormais, bien qu'ils se soient rencontrés un peu tardivement. C'est à Lebanon, toujours en Pennsylvanie, que Betty Scherzer rencontre Arthur Schirmer. Arthur est le pasteur de l'église méthodiste Bethany, qui se trouve à Lebanon justement. Cela fait 22 ans qu'il transmet la foi à ses disciples, et franchement, tout le monde l'adore. Déjà parce qu'il est un homme charmant, très distingué et à l'écoute des personnes, mais aussi parce qu'il est intelligent. Il maîtrise les écritures bibliques, et ses interprétations sont compréhensibles, accessibles à tous. Ce n'est donc pas étonnant qu'il jouisse d'une excellente réputation auprès de ses paroissiens. Betty, quant à elle, est tout autant appréciée. C'est une femme adorable, chaleureuse, avec la main sur le cœur. Elle a la foi, et sans surprise, elle se rend régulièrement à l'église où, inévitablement, elle croise la route du pasteur. C'est le coup de foudre, comme on dit. Alors, en 2001, Betty et Arthur franchissent le pas, et décident de se marier. Ce qui n'était pas forcément une évidence, dans la mesure où il s'agit pour chacun d'eux d'un second mariage. Betty a divorcé de son précédent mari. Arthur, en revanche, est veuf, sa première femme ayant rendu l'âme quelques années auparavant. Ce second mariage semble se dérouler à merveille. C'est un couple idéal. 1 mois après leur union, Arthur change d'église. Il devient pasteur à l'église méthodiste de Readers, une petite ville d'environ 1000 habitants à 2 heures de Lebanon. 7 ans durant, le couple Schirmer profite d'une vie paisible dans ce coin rural des États-Unis.
Simplement, tout a basculé en une nuit. Voilà Betty aux urgences et son état critique va encore s'aggraver. Les médecins concluent que la femme vient de subir une mort cérébrale. Autrement dit, toutes les fonctions de son cerveau, y compris le tronc cérébral, ont cessé. Le 16 juillet 2008, le lendemain de ce terrible accident, la décision est prise par Arthur Schirmer de débrancher le respirateur artificiel de Betty, et donc de définitivement sceller son sort. Alors, bien sûr, les autorités se penchent sur cette affaire, comme le veut la procédure quand il y a un décès. Et rapidement, la thèse de l'accident est confirmée. Betty a subi de multiples fractures du crâne, ainsi que du visage, et une lésion cérébrale. Ces blessures mortelles coïncident avec l'impact de son corps contre le pare-brise du véhicule, alors qu'elle venait d'enlever sa ceinture de sécurité. Sur place, les policiers et les ambulanciers ont pris de nombreuses photos de l'accident. Et a priori, tout colle également. Mais attention, ils ne se sont pas simplement contentés de prendre des clichés. Lorsqu'il y a une sortie de route, il y a des freinages brutaux qui marquent la chaussée, des coups de volant et, bien sûr, l'état de la voiture accidentée. Les enquêteurs réalisent donc des mesures pour savoir si les événements collent bien avec la version d'Arthur. Et là encore, tout est logique. Normalement, quand il y a un décès, il y a une autopsie qui permet de déterminer la cause de la mort. Mais pas dans le cas de Betty Schirmer. Le médecin légiste adjoint a été contacté par les policiers chargés de gérer cet accident. Et d'après la description des événements qui lui sont rapportés, l'expert scientifique estime qu'il n'y a pas besoin de réaliser une autopsie. Ah, c'est beau d'avoir le pouvoir de dire « non, j'ai pas envie de bosser ». Quoi qu'il en soit, coup de flemme ou évidence indiscutable, aucun médecin légiste ne s'attardera sur la dépouille de cette femme. Et comme dirait Denis Brognard, cette décision est irrévocable. Parce qu'Arthur va tout mettre en œuvre pour que les dernières volontés de sa femme soient respectées. Betty voulait absolument être incinérée, alors son époux s'assure que ce soit le cas. Et en moins de 24 heures, son corps a été consumé par les flammes du lieu de crémation. 24 heures, c'est très rapide. Et c'est en partie dû à l'insistance du pasteur qui a poussé dans leur retranchement les membres du personnel du centre de crémation. Et ça, la famille de Betty le trouve étrange. Parce qu'elle n'a jamais mentionné le fait de vouloir être incinérée. D'ailleurs, ce n'est même pas une pratique courante de son côté familial. Mais d'après Arthur, c'était une discussion qu'ils avaient tenue, et tous les deux avaient prévu cette fin pour leurs enveloppes charnelles. Après tout, il était l'homme qui partageait sa vie. Les obsèques ont donc lieu et tout le monde apporte son soutien au pauvre pasteur, qui devient veuf pour la seconde fois. Cependant, rapidement, le chagrin laisse place aux rumeurs. Il faut dire que Reader est le terreau parfait pour ce genre de ragot. C'est une ville microscopique, tout le monde se connaît et rien, ou presque, ne s'y passe sans que ce soit commenté. Et vous vous doutez bien que la mort de la femme du pasteur local est un sacré événement qui ne passe pas inaperçu. Des habitants du coin commencent à chuchoter que le décès de Betty n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il y a des cadavres dans les placards d'après certains, et des trucs pas beaux. Du genre, un pasteur qui aime fricoter. Dans le cadre de ses fonctions, le pasteur Schirmer aide les couples traversant des zones de turbulence, notamment en leur apportant ses conseils éveillés. Et parmi ces couples, il y a celui que forment Joe et Cindy Musante. Cindy d'ailleurs est la secrétaire de l'église de Readers. Mais quelques mois après la mort de Betty, la fille de Cindy commence à se méfier de la relation qu'entretiennent sa mère et le pasteur. Notamment parce qu'elle a découvert des messages très personnels entre les deux, dans le téléphone de sa mère. Elle a donc demandé des comptes, mais Cindy a été assez évasive. Une réponse pas franchement satisfaisante, mais la fille n'a pas approfondi lors de cette discussion. Par contre, elle est bien décidée à comprendre. Et en fouinant un peu, elle découvre que sa mère entretient une relation avec son employeur, le pasteur. Comment Arthur Schirmer, qui vient de perdre sa femme dans un accident de la route tragique, peut-il se lancer dans une relation adultérine aussi rapidement? Cela ne plaît pas du tout à la fille de Cindy, qui essaye de faire stopper cette liaison qu'elle trouve honteuse. Elle crée donc une fausse adresse email et envoie plusieurs messages au pasteur pour lui dire de garder un comportement professionnel avec ses employés, que des gens savent, et que s'il continue, il aura des problèmes. Un avertissement on ne peut plus clair. Sauf que Cindy et Arthur comprennent bien vite que les messages proviennent de la fille de la secrétaire. Arthur demande donc à la rencontrer, pas pour lui expliquer qu'il aime sa mère, etc., mais pour la réprimander durement sur son attitude avec ses emails. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pourtant, l'avertissement dans les emails n'était pas une menace en l'air. La fille de Cindy n'en revient pas. Alors elle dit tout à son père, Joe. Joe, lui, est abasourdi.
Il a du mal à croire une telle chose possible. C'est un homme de foi, pas un participant de l'île de la tentation. Le mari potentiellement cocu se lance dans une mission d'espionnage pour s'assurer que ce que dit sa fille, c'est du délire. Ou pas. Parce que le résultat de cette enquête débouche sur la triste conclusion que sa femme le trompe avec le pasteur de l'église. Et là, ça fait très mal à Joe. Non seulement parce qu'il aime sa femme et être victime d'infidélité n'est pas agréable, mais surtout parce qu'il est un paroissien des plus dévoués. L'homme se sent trahi et il ne prend pas très bien cet affront. À vrai dire, il entre dans une colère noire. Et un jour, il part de chez lui en furie. C'est compréhensible, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il part de la maison en ayant emporté son arme de poing. Et il n'a qu'une envie, mettre la main sur cette ordure de pasteur, voleur de femmes. Évidemment, Cindy prévient Arthur que son mari est en route pour potentiellement lui faire la peau. Seul problème, elle n'a aucune idée de l'endroit où il peut être actuellement. Le conseil de Cindy à son amant est le suivant. Mets-toi à l'abri si tu ne veux pas prendre un pruneau. Cindy, quant à elle, est aussi inquiète. Parce que si Joe est tellement en colère qu'il est prêt à dessouder le pasteur, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas la prochaine sur la liste. Tristement, ce ne serait pas la première fois qu'un mari cocu décide d'envoyer tout le monde 6 pieds sous terre. Alors Cindy s'enfuit de la ville tant qu'elle le peut, et elle part avec sa fille. Entre-temps, Joe essaye de la joindre par téléphone, mais elle ignore les appels. Et puis, finalement, il laisse un message. Il dit « Si tu m'aimes, rappelle-moi ». Et ce message va conduire à une autre tragédie. Le pasteur Arthur Schirmer est donc un coureur de jupons qui aime s'occuper des femmes des autres. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que faire la Zumba avec une femme mariée pourrait l'envoyer auprès du Seigneur prématurément. Joe Musante est armé et en route pour l'église. Une fois sur place, il se gare à l'arrière, proche du cimetière. Il se rend à pied jusqu'à l'entrée de l'église. Les battants sont fermés, pas de problème. Joe brise la vitre et entre par effraction dans le lieu de culte. Une fois à l'intérieur, pas de pasteur. Ce froussard a certainement mis les voiles. C'est pas grave. Joe se contente de traverser les lieux pour se rendre dans le bureau de cette pourriture qui détruit les mariages des autres. Il s'installe sur la chaise, lève son arme et se tire une balle dans la bouche. Il meurt sur le coup. Tous ces événements sont calculés de la part de Joe. D'ailleurs, le bureau devant lequel son cadavre gît, c'est lui qui l'avait confectionné pour le pasteur. Tout ceci se produit seulement quelques mois après le décès de Betty. Alors forcément, les ragots reprennent de plus belle à Readers. Et des gens commencent même à se demander si Joe a vraiment mis fin à ses jours. Entendez par là, est-ce qu'il n'a pas été assassiné en réalité? Beaucoup d'habitants se questionnent. Il faut dire que c'est la 2e personne qui meurt alors qu'elle est proche du pasteur. La 3e même, si l'on compte la première femme de celui-ci. Seulement, ces bruits de couloir ne refroidissent pas la relation entre Arthur et Cindy, qui, à présent, s'affiche officiellement en couple. On ne fait pas plus glauque comme situation. Et d'ailleurs, ça choque tous les habitants. Toute cette affaire est tellement déstabilisante que la famille de Joe Musante commence à s'intéresser au cas du pasteur Schirmer. La sœur de Joe notamment, Rose Cobb, se rend auprès des forces de l'ordre pour expliquer aux policiers qu'ils devraient peut-être approfondir le cas d'Arthur Schirmer. Rose ne se contente pas seulement de parler, elle agit aussi, et dépose une plainte auprès de l'évêque en charge du pasteur, Arthur Schirmer. Elle fournit de nombreux éléments afin de démontrer la relation extra-conjugale de Cindy avec son patron, qui est aussi le pasteur et le thérapeute de couple pour les membres de la paroisse. Cette démarche fait visiblement peur à Arthur, qui soumet sa démission auprès de l'église afin d'éviter d'être confronté aux faits dont on l'accuse. C'est comme s'il voulait, à tout prix, éviter les questions gênantes. Par conséquent, un mois après la mort de Joe Musante, Arthur Schirmer n'est plus pasteur, et doit donc quitter le presbytère. Cependant, il ne quitte pas la ville de Readers pour autant. Il n'a pas besoin, il a juste à déménager ses affaires chez Cindy pour vivre avec elle. Et malgré cette situation plus qu'étrange, Arthur s'en fiche. Il dit que les gens n'ont qu'à se mêler de leurs affaires. Oui, pourquoi pas, sauf que la police décide d'entrer dans la danse et de mettre son nez dans les affaires de l'ancien pasteur, qu'il le veuille ou non. Parce que la mort de Betty et la mort de Joe a seulement quelques mois d'intervalle, avec comme seul lien entre les deux Arthur Schirmer, ce n'est pas anodin. Alors évidemment, aucune preuve ne permet de relier ces deux morts. Mais la question qui travaille les policiers, c'est Joe Musante a-t-il réellement décidé de mettre fin à ses jours? Est-ce que sa femme est mêlée à sa mort? Eh bien non. Cindy est rapidement écartée de la liste des suspects. Souvenez-vous, par crainte que son époux s'en prenne à elle, elle avait décidé de fuir la ville
pour aller se réfugier chez de la famille, ce qui lui confère un alibi très solide. Sa fille, sa sœur et tous ses proches peuvent témoigner de sa présence avec eux au moment de la mort de son époux. Mais pas seulement. La géolocalisation de son téléphone corrobore aussi ses propos. Cindy n'étant rien mêlée au décès de Joe. Tous les regards se tournent donc vers Arthur Schirmer. À ce stade de la vidéo, je sais que vous aimeriez bien qu'il soit derrière la mort de Joe Musante et qu'on lui passe les pinces. Mais Arthur a un alibi, et il n'est pas à l'origine de la mort de la victime. Enfin, en quelque sorte. Les preuves médico-légales confirment que Joe s'est bien tiré une balle en pleine tête. Alors, il n'a rien à voir avec cette mort, mais la police reçoit des témoignages surprenants de la part des paroissiens qui expliquent comment Arthur Schirmer avait ouvertement dragué leur femme. Mais surtout, il y en a qui alertent les autorités sur la mort étrange de Betty, la deuxième femme du pasteur. Les enquêteurs commencent donc à envisager que la mort accidentelle de Betty n'était peut-être pas du tout involontaire. Vu le comportement de son mari, il pourrait être derrière tout ça. Arthur Schirmer a-t-il tué sa femme? La question est légitime. Le pasteur a visiblement du mal à contrôler son entrejambe. Betty était-elle devenue gênante? La police se met sur le coup et rouvre ce dossier. Et avec du recul, il y a un point qui est curieux dans tout ça. Pourquoi Betty a-t-elle retiré sa ceinture de sécurité? Parce qu'en interrogeant ses proches à ce propos, tout le monde est catégorique. Elle mettait tout le temps sa ceinture. Elle allait même au-delà, en insistant pour que les autres passagers en fassent autant. Alors pourquoi s'être détachée? D'après Arthur, la ceinture l'a gênée ce soir-là. Alors elle l'a enlevée, au moment précis où un cerf a sauté sur la route. Sacrée coïncidence. Les policiers ne croient pas aux coïncidences, et pour eux, cela cache quelque chose. Si seulement il n'y avait que cela. En creusant, les agents découvrent un fait étonnant qui s'est produit presque 10 ans auparavant, en 1999. Les enquêteurs découvrent qu'Arthur a été marié à une première femme, Jewel Schirmer. Ils apprennent qu'elle avait visiblement le même âge que son époux, qu'elle venait de Lebanon comme lui, et surtout, qu'elle est morte suite à un accident. Le rapport d'enquête indique que Jewel est tombée dans les escaliers du presbytère, où elle vivait en compagnie de son époux. En chutant, sa tête a heurté brutalement les escaliers et les murs. Cela lui a été fatal. Rapidement, les policiers chargés d'étudier ce cas ont conclu à un accident, et le dossier a été bouclé. Sauf que, ça fait 2 épouses qui meurent dans des accidents. En termes de probabilité, c'est quasiment impossible que cela se produise. Il y a donc des chances pour que le pasteur soit en réalité un meurtrier. Arthur Schirmer laisse une traînée de cadavres partout où il passe. C'est devenu suffisamment suspect pour les forces de l'ordre qui décident, le 12 novembre 2008, de rouvrir officiellement l'enquête sur la mort de Betty Schirmer, la deuxième femme d'Arthur. La première étape est donc de reconstituer tous les événements qui se sont produits ce soir-là. Précision importante, c'est une autre équipe d'enquêteurs qui se charge de cette affaire. Le premier point qu'il relève dans la déclaration du mari, c'est qu'il affirme avoir conduit à environ 90 km/h avant la sortie de route causée par la présence du cerf. Bon, en observant les photos de l'accident, la voiture devrait être en très mauvais état. Pas du tout. Certes, elle est accidentée, mais pas comme un véhicule qui aurait percuté une rambarde à 90 km/h. D'ailleurs, la portion du garde-corps qui a été frappée par la voiture est une portion incurvée. La voiture a donc tapé de face. Le choc aurait donc dû être très violent parce qu'il était frontal. Pourtant, le véhicule n'a subi que des dommages relativement minimes. Autrement dit, pour la police, Arthur a menti. Il ne roulait pas à 90 km/h au moment de la sortie de route, mais à une vitesse bien inférieure. Parmi les clichés pris le soir de l'accident, se trouvent également ceux de l'intérieur de l'habitacle, et donc le sang perdu par Betty. Et justement, ces traces de sang posent un problème aux enquêteurs. Il y a des gouttes de sang le long de la porte, mais ces gouttelettes correspondent à un saignement statique, c'est-à-dire qu'elles ont coulé du corps de Betty alors qu'elle ne bougeait pas. Il y a aussi des traces de sang sur l'assise du siège passager, donc sous la femme, puisqu'elle était assise sur ce siège. Et ce sang a été absorbé par le tissu. Et puis, justement, la quantité de sang est très importante. Pourtant, aucun objet tranchant n'a traversé l'habitacle. D'où vient toute cette hémoglobine? Sachant qu'Arthur, lui, n'a quasiment rien. Ces 2 points laissent suggérer que ce sang était présent avant que l'accident ne survienne. Alors attention, ça, ce sont les conclusions des policiers. Mais pour s'assurer qu'ils ne font pas fausse route, ils soumettent ces informations à un médecin légiste. La réponse de celui-ci est un coup de massue pour les enquêteurs. Il confirme que les blessures subies par la victime correspondent à ce qu'aurait connu une victime d'accident de la route. Les inspecteurs sont sous le choc.
Cela voudrait donc dire que Betty Schirmer est bien morte suite à un accident. Et franchement, l'enquête se dirige droit dans le mur. Sauf que les enquêteurs préfèrent suivre leur instinct et ne pas écouter les conclusions du médecin légiste. Ils sont persuadés que Betty saignait avant l'accident, qu'elle a été frappée à la tête plus précisément. Et ils vont se démener pour le prouver. Pour mettre sur la table des éléments probants, il faut fouiller le potentiel lieu du crime. Et où vit un pasteur? Dans un presbytère. 5 mois après l'accident, les policiers obtiennent un mandat de perquisition afin de fouiller l'ancienne demeure d'Arthur et Betty Schirmer. Mais bien sûr, à ce moment, le pasteur vit avec sa nouvelle compagne, Cindy. Le presbytère n'a depuis pas été habité, ce qui est plutôt une bonne chose. Le premier lieu visité par les agents, c'est le garage. Il faut très peu de temps aux yeux des policiers pour repérer des traces de sang sur le sol de cette partie de la propriété. Mais en réalité, ces traces de sang sont si grandes que même vous et moi aurions pu les voir. Simplement, ça c'est ce qui est visible à l'œil nu. Et finalement, ce n'est pas une énorme quantité. C'est donc au luminol d'entrer en scène. Cet agent chimique qui permet de détecter le sang humain malgré un nettoyage intensif. Après avoir aspergé le produit, le sol du garage devient fluorescent tellement le fluide humain est présent. Ce n'est pas tout. Le luminol raconte une histoire également. Les traces de sang font clairement le tour d'un objet présent dans le garage. Cet objet, c'est la Chrysler du couple, qui y est habituellement garée. Le sang contourne le véhicule par l'avant, puis s'arrête au niveau de la porte côté passager. Pour vérifier, il suffit de garer une voiture du même modèle, ce que font les enquêteurs. Et cela correspond parfaitement. Ah oui, très important aussi, le sang est bien celui de Betty. Donc, comme le pensaient les policiers, la femme a bien saigné avant de monter dans le véhicule. Leur théorie est donc la suivante. Arthur Schirmer a brutalement frappé sa femme à l'aide d'un objet contondant. Impossible de savoir si Betty était déjà morte à ce stade. Une chose est sûre cependant, elle avait déjà perdu connaissance. Ce n'est qu'à cette condition qu'il aurait pu déplacer son corps en laissant ce type de gouttes de sang sur le sol du garage. Ensuite, le pasteur a donc traîné sa femme sur le sol, en contournant la voiture pour la mener jusqu'au côté passager. Là, il a ouvert la porte, a positionné Betty sur le siège passager, ce qui explique les marques sur l'assise sous son corps, et partout au niveau de la porte intérieure. Il a ensuite baissé le dossier du siège, avant de mettre en scène l'accident. Bon, c'est pas mal comme élément pour mettre mal à l'aise le pasteur lors d'un interrogatoire. Il est donc logiquement invité à répondre à quelques questions. Les inspecteurs lui demandent de justifier la présence du sang de Betty dans le garage. Et, étonnamment, il a une explication. D'après Arthur, il y avait un tas de bois dans le garage et un exterminateur est venu un jour. Il lui aurait dit que, dans ce bois, il y avait des termites et qu'il devait s'en débarrasser. Alors avec sa femme, ils ont commencé à déplacer les morceaux de bois dans le jardin. C'est en faisant ceci que Betty s'est gravement coupée et qu'elle a saigné un peu partout. Ah, ça les enquêteurs ne l'avaient pas vu venir. Ils retournent donc au presbytère et découvrent effectivement un tas de bois dans le jardin. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que, logiquement, si Betty a saigné à l'intérieur, elle aurait dû saigner à l'extérieur aussi. Mais il n'y a pas de traces de sang à l'extérieur. En soi, le doute est plausible, dans la mesure où 5 mois se sont écoulés et qu'à l'extérieur, les conditions se sont durcies avec l'hiver. Le deuxième problème, c'est que sous le tas de bois se trouve un journal, le Pocono Record. Et ce journal est daté de septembre 2008. Or, l'accident a eu lieu plusieurs mois avant son impression. Comment Betty aurait pu déplacer du bois après sa mort? Ce n'est pas possible. Arthur Schirmer a beau clamer son innocence, les policiers sont persuadés qu'il a tué sa femme. Seule les preuves manquent pour le moment. Mais l'enquête va connaître un rebondissement. L'affaire de l'accident devient de plus en plus sinistre. Les policiers savent qu'Arthur a tué sa femme et qu'il a tout mis en scène. Maintenant, il faut simplement un dossier béton pour le traîner en justice. Et pour ça, il faut beaucoup plus d'éléments. Alors, les forces de l'ordre se concentrent sur la mort de sa première femme, Jewel. Cet accident mortel s'est déroulé dans le presbytère de l'église méthodiste de Bethany, à Lebanon. Le frère de Jewel est certain que là aussi, c'est une mise en scène pour déguiser un meurtre. Sauf que si c'est le cas, tout le monde n'y a vu que du feu. Il faut dire qu'Arthur et Jewel Schirmer sont restés mariés durant 31 ans et ont eu 3 enfants qui ont très bien grandi, notamment grâce à l'amour de leur mère qui était dévouée. Une femme décrite comme adorable, aimante et souriante, que chacun appréciait. La famille Schirmer apparaît être une famille américaine typique, et surtout sans problème. Jusqu'au samedi 24 avril 1999,
Tandis que Jewel passe l'aspirateur dans la maison, elle s'approche de l'escalier. Maladroitement, le câble de l'appareil entoure sa cheville, entraînant la chute de la mère de famille, qui se cogne alors brutalement aux escaliers et au mur. Elle est retrouvée quelques instants plus tard, inconsciente, en contrebas. En tout cas, c'est la version délivrée par Arthur Schirmer, parce que c'est bien lui qui l'a découverte ce jour, alors qu'il revenait de son jogging fait dans l'après-midi. C'est aussi lui qui a contacté les secours. Quand les ambulanciers arrivent sur place, ils découvrent le corps de Jewel. À l'évidence, elle a subi un grave traumatisme crânien, mais elle est encore en vie. Elle est transportée à l'hôpital et c'est là que s'est joué un moment crucial. Les médecins, lorsqu'ils suspectent un acte criminel, appellent la police. Mais dans le cas de Jewel Schirmer, ils n'ont rien fait. Tout simplement parce qu'ils ne suspectaient rien. Les médecins essayent de sauver la vie de la mère de famille, mais les fractures du crâne sont trop graves. Et Jewel rend son dernier souffle à l'hôpital. Puisque la mort de cette femme a été tout de suite considérée comme un accident, aucune autopsie n'a été menée. Son corps a donc été directement transporté de l'hôpital vers la morgue, sans passer entre les mains d'un médecin légiste. Le corps de Jewel a été préparé pour les funérailles, qui doivent avoir lieu 24 heures plus tard. Mais John, le frère de la victime, contacte la police. Pour lui, c'est inconcevable ce qui vient de se produire. Et le responsable est tout désigné. C'est Arthur, l'époux. Les enquêteurs écoutent les paroles de l'homme et sollicitent un mandat pour mener une autopsie. Grâce à cette autorisation, un médecin légiste peut examiner le corps de la victime, même sans l'autorisation de la famille et surtout en outrepassant l'avis du pasteur. Le médecin légiste relève dans un premier temps que la cause de la mort est liée à une lésion cérébrale traumatique. Alors, l'expert a recherché toute trace de lésion sur le corps. Des ecchymoses constellent le cuir chevelu de la femme et à l'intérieur de la boîte crânienne, il y a du sang en quantité, signe d'une hémorragie. Le crâne est également fracturé en plusieurs morceaux. Par contre, il n'y a aucune blessure au niveau du cou. Pas de fracture des côtes, ni de lésions pelviennes. Uniquement des lacérations sur le côté droit de la tête et une à l'arrière. Et ça, c'est un problème. Parce que ce n'est pas du tout caractéristique de ce genre de chute. Jewel était donneuse d'organes quand elle a été débranchée puis déclarée officiellement morte. Ces organes ont été prélevés avant d'être envoyés pour transplantation. Le médecin légiste ne peut donc pas contrôler entièrement l'intérieur du corps de la victime. Sauf qu'au moment de l'autopsie, le centre de don d'organes contacte le médecin légiste pour faire une annonce très surprenante. Le cœur de Jewel ne peut pas être transplanté. Il est en trop mauvais état. Celui-ci a été endommagé à cause d'une grave attaque cardiaque. Et c'est ça qui l'a fait chuter dans les escaliers. Ce n'est donc pas un traumatisme crânien qui a causé la mort, mais une attaque cardiaque. Seulement, le résultat est le même. Le dossier est clos. Il est clos, mais la cause de la mort est officiellement indéterminée d'après le médecin légiste. Ce sont les policiers qui décident de croire qu'il y a eu une attaque cardiaque. Pour s'en assurer, le médecin légiste demande à pouvoir examiner le cœur. Et là, il comprend pourquoi le centre de don d'organes a cru à la mort suite à une défaillance du cœur. C'est à cause du taux trop élevé de troponine, une enzyme qui est libérée par le cœur. Oui, mais le médecin légiste découvre pourquoi elle était aussi élevée. C'est à cause du massage cardiaque. Vous l'avez compris, l'origine de la mort de Jewel n'est donc pas un arrêt de son cœur. Et d'ailleurs, le médecin légiste recommande de continuer l'enquête pour meurtre. Il ne sera pas entendu, pour une raison que l'on ignore. Le dossier est fermé et classé sans suite. Enfin, jusqu'à ce que l'équipe en charge de résoudre le meurtre de Betty, la deuxième femme d'Arthur Schirmer, mette son nez dans les rapports. Parce que les enquêteurs sollicitent leurs homologues et leur signalent toutes les incohérences, ce qui relance cette première enquête également. Et les deux affaires, mises l'une à côté de l'autre, donnent un résultat juste choquant. Bon, la police est certaine de tenir un tueur, un pasteur qui ne confesse pas ses crimes. Et le problème, c'est que sans aveu, le dossier reste maigre pour être défendu devant un jury populaire et un tribunal. Mais comme les enquêteurs savent que l'accident était bidon, eh bien ils décident de le démontrer. L'Institut des transports de l'État de Pennsylvanie est sollicité pour recréer une simulation du choc qu'aurait subi la voiture au moment de l'impact. Avec une reconstitution 3D, l'Institut confirme que la voiture ne pouvait pas rouler à plus de 40 km/h, soit 2 fois moins que ce qu'a annoncé le suspect. C'est donc prouvé, au moins sur ce point, qu'Arthur Schirmer est un menteur. Et en général, on ment pour cacher un secret. Maintenant, il y a un deuxième mensonge à faire tomber. Le sang dans la voiture provient de coups portés sur Betty, et non de l'accident. Et souvenez-vous, un médecin légiste s'était déjà prononcé à ce sujet.
confirmant que l'accident avait pu être à l'origine de ces traces de sang. Un deuxième avis est demandé au médecin légiste étant intervenu dans le cas de Jewel, la première femme d'Arthur. Et il est catégorique en voyant les photos. Ces traces de sang sont celles d'un saignement suite à des coups portés, et non suite à un accident de voiture. C'est avec ces éléments qu'en octobre 2009, un grand jury est réuni pour déterminer si une accusation formelle doit être portée contre Arthur Schirmer. Un grand jury est composé de 16 à 23 citoyens, qui doivent donc s'assurer qu'il y a des preuves suffisantes pour inculper une personne du crime dont l'accuse la police. L'enquête et la délibération sont totalement secrets. Personne ne peut être informé de la procédure. C'est spécifique aux États-Unis et c'est précisément ce qui se déroule concernant Arthur Schirmer. 9 mois durant, ce grand jury planche sur le cas du pasteur. Le 8 juillet 2010, le médecin légiste modifie la cause officielle de la mort de Betty Schirmer sur son acte de décès, passant d'une mort accidentelle à un homicide. Ce changement a été crucial, parce que le grand jury en a été informé et a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper le suspect de meurtre. C'est une excellente nouvelle, mais le procureur patiente encore un peu avant de lancer les hostilités à l'égard du pasteur. L'accusation est en train d'élaborer une stratégie pour être sûr de réussir à faire condamner Arthur. Oui, mais un événement vient presser cette décision. Arthur Schirmer s'apprête à épouser Cindy Musante. Et comme c'est un tueur d'épouses pour les forces de l'ordre, il se pourrait bien qu'elle soit sur la liste elle aussi. Et une troisième victime, juste sous le nez des enquêteurs, serait un résultat désastreux. Il décide alors de placer en état d'arrestation Arthur Schirmer le 13 décembre 2010, pour meurtre avec préméditation. Sans surprise, l'accusé plaide non coupable. Il y a donc un procès prévu. Il doit se dérouler au cours du mois de janvier 2013. L'accusation présente alors sa théorie qui n'a pas changé depuis le début. Schirmer a battu à mort sa femme Betty. Il a traîné son corps jusque dans la voiture présente dans le garage, puis a simulé un accident sur un tronçon de route isolé. Ah oui, le motif. Le pasteur voulait tout simplement se débarrasser de sa femme gênante, alors qu'il était en plein adultère avec Cindy Musante. Il voulait passer à autre chose, quoi. D'ailleurs, Cindy Musante a été lavée de tout soupçon, et n'a pas été inculpée. Oui, parce que elle avait quelque chose à y gagner dans la mort de Betty, elle aussi. Être en couple avec Arthur Schirmer. Bon, c'était pas forcément quelque chose de grandiose à gagner. Maintenant, ce qui manque à l'accusation, c'est une autopsie, pour valider sa théorie. Et comme le corps a été incinéré à peine 24 heures après la mort de Betty, il est impossible d'en mener une. Oui, mais c'est sans compter sur la 3D. Grâce aux images du corps, le médecin légiste a été capable de reconstruire virtuellement le crâne de la victime ainsi que les blessures qu'elle a subies. Grâce aux images tridimensionnelles, aux formes particulières des lacérations sur le cuir chevelu et aux taches de sang, le médecin légiste a été capable de déterminer que c'est un objet contondant comme un tuyau ou un pied de biche, qui a servi lors du meurtre. Il est aussi capable de prouver qu'elle a été brutalement frappée avant d'entrer dans la voiture, et de percuter la rambarde de sécurité au moment de l'accident. Pour le contexte, l'accusation décrit aussi le profil du pasteur. Pour faire simple, elle le dépeint comme un véritable queutard. Ce qu'il est, ce sont les témoignages de nombreuses paroissiennes qui appuient les propos du procureur. Elles affirment toutes avoir été lourdement draguées par le pasteur. Et il n'a pas fait que draguer, il a aussi couché avec nombre d'entre elles, alors même qu'il était marié. D'ailleurs, accessoirement, une quantité incroyable de contenu pour adultes est retrouvée dans son ordinateur. Tout comme des mails très chauds, on va dire, échangés entre Cindy Musante et Arthur Schirmer, juste avant et après la mort de Joe Musante. On peut le dire, le pasteur est un pervers. Pour sa défense, Schirmer explique qu'il est un gros dégueulasse, mais on peut être un vieux lubrique sans pour autant être un meurtrier. Bon, ça c'est sa défense pour cette première affaire. Parce que oui, la deuxième qui le concerne est celle de sa première épouse, Jewel. Et dans ce cas, sa défense a intérêt à être bonne, parce que la police a pu déterrer un paquet d'éléments à charge. Cela a pris du temps, mais en 2011, une reconstitution de la chute du corps de Jewel est mise en place, exactement dans les mêmes escaliers où elle serait tombée après avoir emmêlé ses pieds dans le câble de l'aspirateur. L'expérience est menée avec un mannequin de la taille et du poids de la femme. À chaque tentative, en laissant tomber le mannequin, celui-ci n'atteint pas le bas des escaliers. Le seul moyen pour que cela arrive, c'est de le pousser puissamment. Autrement dit, Jewel n'a pas pu tomber seule dans les escaliers du presbytère. Une tierce personne l'a forcément poussée. En tombant de cette manière, le médecin légiste affirme qu'il y aurait forcément eu des fractures des côtes, du bassin ou de la colonne. Et pourtant, elle n'avait rien de tout cela. Par contre, son crâne est en miettes, fracturé en de nombreux endroits,
Et c'est un objet contondant du même style que celui utilisé dans le cas de Betty, qui a été utilisé ici. Les blessures dans les deux cas sont quasiment identiques. C'est presque inédit pour un médecin légiste. Arthur Schirmer a mis en scène la mort de sa première femme, Jewel. Il l'a massacrée avec un objet contondant, puis a placé son corps en bas des escaliers. La même méthode qu'il répétera 9 ans plus tard, avec Betty. À la fin de l'année 2013, c'est donc une deuxième inculpation pour meurtre qui tombe sur les épaules du pasteur. Mais d'abord, il y a un verdict important, celui concernant les accusations de meurtre à l'égard de Betty Schirmer. Le 22 janvier 2013, le jury populaire se retire quelques heures avant de rendre son verdict. Et puis les voici de retour avec le délibéré. Arthur Schirmer est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est donc condamné à purger une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. En septembre 2014, pour la deuxième affaire, pas besoin de verdict sur sa culpabilité. Un accord est signé avec le procureur, et Arthur Schirmer est condamné à purger 40 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Jewel Schirmer, sa première femme. Aujourd'hui, Arthur Schirmer continue de clamer son innocence, avec le soutien de Cindy, sa fiancée, qui lui rend visite régulièrement. Voici pour cette affaire immonde. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Église » en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Merci à vous de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.